la réhabilitation sociale, ce n'est pas d'accepter le geste d'un tel, une telle individu, c'est un processus d'amélioration. Donc, quand une personne fait appel à l'organisme Alter Justice pour les demandes de suspension du casier judiciaire, c'est pas rare que les personnes nous mentionnent que le fait d'être judiciarisé, ça met des bâtons dans les roues dans le processus de réhabilitation sociale. Salut, ici Maxime Martin, humoriste et aussi la voix que tu entends présentement. Et moi, je suis Mélina Plourde, réalisatrice et co-animatrice du balado. Et vous écoutez présentement les voix de la réhabilitation. Ouais, ce qu'on appelle la deuxième chance. Est-ce que j'y crois? Mais moi, je pense que je suis un bon exemple parce qu'il y a des chances. J'en ai pas eu 2, je pense que j'en ai eu 58. Est-ce que tout le monde est récupérable? Pas sûr. Est-ce qu'il y a des crimes impardonnables? Entièrement d'accord. Mais quand tu regardes sous une loupe, il y en a qui méritent cette deuxième chance-là. Et surtout, il y en a qui la maximisent. C'est pas un jeu de mots que je viens de faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les invités qui sont avec nous sont les employés de chez Alter Justice. Bon, c'est quoi Alter Justice? C'est un organisme membre de l'ASRSQ. Fait qu'ils vont venir nous parler des divers impacts d'un casier judiciaire dans la vie d'une personne. Bonjour, je m'appelle Daniel Poulain-Galland. Je suis le directeur de l'organisme Alter Justice, qui est basé à Québec, mais nous, on a un rayonnement national, donc au Québec. Et on aide les personnes à faire leur réhabilitation sociale dès le début du parcours judiciaire criminel. Je travaille dans le milieu depuis plusieurs années déjà. Je suis criminologue aussi, donc j'ai étudié à l'université en criminologie à l'Université Laval, qui est une très belle école de criminologie. Et Alter Justice, en fait, nous, on est un groupe d'aide et d'information aux personnes judiciarisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est qu'on commence dès le début du parcours de la personne après avoir eu une sentence. Donc, le juge lui a dit « t'es coupable et tu t'en vas soit en prison, soit tu as une sentence, payer une amende ou une probation. » Donc, dès ce moment-là, nous, on fait de la défense des droits des personnes en détention au provincial, donc au Québec, sur leurs droits et obligations. Donc, on leur donne beaucoup d'informations à ce niveau-là pour, qu'ils se responsabilisent face à leur délinquance, mais qu'ils se responsabilisent aussi face à leur propre parcours de leur propre parcours en détention pour apprendre à connaître leurs droits et comme ça, d'être en mesure de comprendre les rouages de la société, puisque des fois, malheureusement, les personnes ne comprennent pas nécessairement toutes les règles de la société, et c'est pour ça qu'ils sont en prison. Une fois que les personnes sont sorties de prison, ils peuvent nous contacter aussi quand ils ont des questions au niveau du casier judiciaire. Le casier judiciaire étant la feuille de route d'une personne de son parcours criminel. Donc, il y a des impacts quand on a un casier judiciaire. Et il y a des recours possibles aussi lorsqu'on est discriminé. Donc, nous, notre spécialisation, là, ça commence à être pas mal ça, je vous dirais. Donc, d'informer, d'aider les personnes, mais aussi de favoriser leur réinsertion sociale par la demande de pardon, ce qu'on appelle officiellement la demande de suspension du casier judiciaire. Donc là, nous, on est vraiment là pour aider les personnes à la fin de leur cheminement pour leur permettre de réintégrer totalement la société. Comme Daniel vient de nous l'expliquer, Alter Justice s'implique particulièrement dans la défense des droits des personnes judiciarisées. Ils ont aussi un gros volet dans lequel ils font un accompagnement aux personnes qui souhaitent faire une demande de suspension de leur casier judiciaire. Mais pourquoi est-ce qu'une personne voudrait faire suspendre son casier? Bien, vous devinerez que c'est souvent un lourd fardeau pour les personnes qui en ont un. Alors, je pense que c'est important qu'on prenne conscience de tous les impacts d'un casier judiciaire dans la vie d'une personne. Alors aujourd'hui, l'invité qu'on a rencontré va nous parler un petit peu plus de ces impacts-là. Puis dans un prochain épisode, on va vous parler justement de la démarche de la suspension du casier. Bonjour, je m'appelle Rose Bilodeau, je suis intervenante là, chez Alter Justice, intervenante là, depuis maintenant 1 an, depuis juin 2020. De mon côté, là, de la façon que je vois la réhabilitation sociale, ce n'est pas de nécessairement accepter le geste que quelqu'un a commis. Ce n'est pas d'accepter le geste d'un tel, une telle individu, mais je vois la réhabilitation sociale comme étant un processus quand même d'amélioration. Donc, quand une personne fait appel à l'organisme Alter Justice, là, de mon côté, notamment pour les demandes de suspension du casier judiciaire, c'est pas rare d'entendre que les personnes nous mentionnent que le fait d'être judiciarisé, ça met des bâtons dans les roues, et ça dans plusieurs sphères de la vie de cette personne. Donc, ça met des bâtons dans les roues dans le processus de réhabilitation sociale. Par exemple, je vais en mentionner un petit peu plus tard, là, mais en matière d'emploi ou de logement, par exemple.
Puis je vois l'importance aussi du travail d'Alter Justice dans le processus de réhabilitation sociale, dans le sens où, de par notre accompagnement à la demande de pardon, par exemple, de par l'information que l'organisme donne, les usagères ont en main différents outils dans le but de s'intégrer ou de davantage s'intégrer, parce que c'est pas vrai de dire que une personne judiciarisée, en fait, toutes les personnes judiciarisées n'ont pas d'emploi, par exemple. Ça, c'est pas vrai. Des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir un excellent emploi tout en étant judiciarisé. Donc, c'est pour ça que je dis réhabilitation sociale, de s'intégrer ou de davantage s'intégrer là, à la société. Par exemple, en faisant une demande de suspension du casier judiciaire. Qu'est-ce qu'un casier judiciaire? Donc, de manière là vraiment très générale, là, le casier judiciaire, ça se trouve être davantage un document qui contient l'identification d'une personne, notamment là, ses empreintes digitales. Mais on y retrouve aussi là, les accusations puis les condamnations d'une personne. Donc, en d'autres mots, les infractions puis les peines qu'une personne a reçues. Mais là, Rose, est-ce que tout le monde a un casier judiciaire? Ben non, pour avoir un casier judiciaire, en fait, là, il faut avoir été reconnu coupable, soit d'une là, ou de plusieurs infractions criminelles. Donc, notamment qui se retrouvent dans le code criminel aussi, mais aussi par rapport à d'autres lois qui sont fédérales. Donc, pour faire un bond sur ce que Rose vient juste de nous dire, lorsque vous avez un ticket de stationnement ou de vitesse sur la route, par exemple, vous n'avez pas de casier judiciaire. C'est vraiment juste lorsque vous êtes reconnu coupable d'une infraction criminelle par un juge. Donc, bien évidemment, là, le casier judiciaire, ça fait bien plus que de créer un petit bout de papier à quelque part. On donne souvent l'image ici là, d'un boulet qui est attaché à la cheville. Là. Le boulet qui représente le casier judiciaire. Un boulet qui peut prendre la place, qui peut être lourd pour la personne qui le porte. Puis si on continue encore là, dans la métaphore, un boulet qui peut entraver la mobilité vers la réinsertion sociale. Je vous dirais qu'habituellement, un boulet à quelqu'un là sur la cheville, ça passe rarement inaperçu. Puis ce que je veux dire là par cette métaphore-là, ce que je veux dire par là, c'est que le casier judiciaire, ça peut causer des impacts dans plusieurs sphères de la vie d'une personne. Puis des fois, on se rend même pas compte de toutes les sphères que ça peut impacter. Ça m'est arrivé quelquefois là que les gens me mentionnent Rose, écoute, là, j'ai fait une erreur de jeunesse, une folie, j'ai eu un casier judiciaire, puis j'ai été reconnue coupable. Bon. Pendant quelques années, là, ça allait bien. Bon, ça me causait pas trop de troubles, par exemple, mon casier judiciaire, mais ça a bien fini par me rattraper. Donc, quand j'ai voulu avoir ma première job, par exemple, dans ce que j'avais étudié, les employeurs ne me rappelaient pas. Ou quand j'ai voulu avoir un logement, par exemple, je me faisais refuser systématiquement parce que j'avais des antécédents judiciaires. Ça, c'est sans parler aussi des fois les coûts astronomiques des assurances quand une telle personne s'est acheté une maison ou pour assurer sa voiture, par exemple. Donc ça, c'est des choses que je vous dirais qu'on entend quand même assez régulièrement, que ça l'impacte effectivement dans plusieurs sphères. Puis ça, j'en ai mentionné quelques-unes, mais c'est pas les seules. Il y en a d'autres. Donc effectivement, le casier judiciaire complexifie la réhabilitation sociale en rendant plus difficile notamment la recherche d'emploi, le logement, les déplacements aussi à l'extérieur du Canada, les stages, les assurances. Puis il y a aussi une grande stigmatisation pour les personnes qui ont un casier judiciaire. Donc, on parle d'étiquetage, on étiquette la personne. Donc, ça, c'est aussi un impact plus social d'avoir un casier judiciaire. Donc, comme j'ai mentionné là, précédemment, là, un petit peu plus en rafale, mais bon, ça a plusieurs impacts. Notamment, là, le plus grand que les gens nous mentionnent habituellement, c'est que d'avoir un casier judiciaire, d'être une personne qui a été judiciarisée, ça a un impact beaucoup dans l'emploi. Donc, effectivement, plusieurs personnes disent envoyer des CV, par exemple. Puis c'est vrai que quand on fait des entrevues, plusieurs employeurs, que ce soit par écrit ou à l'oral, demandent « Avez-vous des antécédents judiciaires? » Mais là, c'est un petit peu plus difficile pour la personne. Elle se dit, bon, est-ce que je dis oui, j'ai des antécédents judiciaires, puis je prends le risque, par exemple, que la personne devant moi ait des préjugés, par exemple, pour les personnes qui ont des antécédents judiciaires, ou je mens et je dis non et prendre encore là le risque
que la personne, le découvre et finalement n'accepte pas notre candidature parce qu'il se rend compte qu'on a mentionné là, des faux renseignements. Donc là, c'est vraiment difficile par rapport à l'emploi, surtout qu'en tant que société, on dit aux personnes, allez vous trouver une job. Il y en a plein des emplois, il en pleut. Mais ce qui est contradictoire, c'est qu'en tant que société aussi, on n'offre pas la possibilité aux personnes qui ont des antécédents judiciaires de travailler, du moins pas à tout le monde. Là, c'est sûr qu'il y a des personnes judiciarisées qui ont de très beaux emplois et qui s'y plaisent dans leur emploi, mais c'est pas vrai que c'est tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont porter leur CV à plein d'endroits et qui ne se font pas rappeler. Puis là, c'est difficile de voir si c'est uniquement sur la base des antécédents judiciaires, par exemple, parce que plusieurs employeurs ne veulent pas dire que c'est à cause des antécédents judiciaires, parce que ça serait en fait la discrimination de refuser quelqu'un uniquement sur la base de ses antécédents judiciaires, si surtout ce n'est pas en lien avec l'emploi que la personne là souhaite avoir. Puis même dans l'article là, 18.2, excusez-moi, de la charte, là, en fait, on mentionne que nul peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi là, une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne a obtenu le pardon. Donc de ce côté-là, c'est quand même plus difficile avec l'emploi. Ce n'est pas impossible. Je vous dirais des belles choses qui sont arrivées quand même. Moi, j'ai des personnes qui m'ont appelé directement à l'organisme pour faire la demande de pardon. Et c'était les employeurs qui nous appelaient pour prendre des informations. Donc, on n'est pas encore rendu à ce que tous les employeurs acceptent d'embaucher des personnes avec des casiers judiciaires, par exemple, mais il y a quand même des employeurs qui sont plus ouverts et qui aident notamment avec la demande de pardon et qui offrent quand même les emplois là, aux personnes judiciarisées. Donc, pour l'emploi, là, c'est plus difficile. Il y a des recours si on a si l'employeur refuse de nous embaucher ou nous discrimine concernant les antécédents judiciaires, mais c'est difficile à prouver quand même. Sinon aussi, on avait les impacts avec le logement. Donc, si on fait peut-être pas une suite logique, mais quand même un cercle vicieux, si quelqu'un a un casier judiciaire n'est pas capable de se trouver d'emploi, donc peut-être la rentrée d'argent, c'est plus difficile. Par la suite, n'est pas capable peut-être de se trouver un logement, donc puisque peut-être ce n'est pas abordable ou les coûts sont vraiment trop grands. Donc finalement, ça fait pas une suite logique, mais un cercle vicieux. Donc, tu n'as pas d'emploi, plus difficile pour le logement. On revient. Certaines personnes n'ont pas de logement du tout. Donc, c'est plus difficile. Donc, encore l'image du cercle vicieux. Puis, pour ce qui a trait au logement, en fait, c'est plus... il n'y a rien qui n'encadre vraiment la discrimination avec les antécédents judiciaires. Ça, malheureusement, avec l'emploi, on a certains recours, mais avec le logement, du moins, ce n'est pas encore là. Donc, malheureusement, je vous dirais que certains locataires, des fois, peuvent le mentionner dans leurs petites annonces de le casier de personnes ayant des casiers judiciaires, ils ne les acceptent pas, mais il n'y a rien vraiment qui réglemente le tout. Donc, il n'y a pas de recours direct si la personne a été refusé là, d'avoir un bail. Par contre, si la personne a déjà signé son bail, puis finalement le locataire veut le mettre à la porte là, simplement pour la base de ses antécédents judiciaires, il y a des choses là, qui peuvent être faites, du moins là, avec la régie du logement, mais seulement si le bail est déjà signé. Si le bail n'est pas signé, malheureusement, c'est vraiment de l'éducation populaire qu'il faut faire, informer les locataires, parce que pour l'instant, il y a malheureusement rien qui est fait là, pour empêcher la discrimination dans ce sens-là. Sinon, encore des impacts, ça peut aller avec les assurances, que ça peut être plus difficile. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, là, c'est une question plus à débat, là, mais que en fait, d'avoir un casier judiciaire
selon des assurances, ça fait en sorte que tu as un facteur de risque plus élevé. Bon, encore là, on peut être d'accord ou non, une autre question à débat, mais ce qui fait en sorte là, que plusieurs assurances peuvent te refuser d'avoir, en fait, de t'offrir l'assurance, ou sinon, ça peut coûter vraiment très cher d'augmenter la prime. Puis ça, c'est difficile parce que des fois, les gens sont tentés aussi de ne pas mentionner qu'ils ont un casier judiciaire. Mais ce que ça peut faire en ne le mentionnant pas, c'est que il peut avoir une annulation de contrat. Il peut en fait ne pas avoir l'indemnisation si, par exemple, la personne passe au feu, un accident de voiture, s'il se rend compte qu'il y a un casier judiciaire, mais ça se peut que tu ne te fasses pas rembourser ta voiture ou le vol, la perte, peu importe. Les personnes nous mentionnent aussi, c'est souvent avec le voyage. Donc, le casier judiciaire, ça peut impacter effectivement un peu moins les destinations dites soleil. Donc, par exemple, Cuba, République dominicaine, Mexique. Mais ce qui est plus difficile de notre côté, c'est de rentrer aux États-Unis. Donc, il faut se rappeler que pour rentrer dans un pays, ce n'est pas un droit. C'est un privilège de rentrer dans un pays. C'est vraiment les douaniers, avec le pouvoir discrétionnaire, donc à la discrétion des douaniers, qu'ils peuvent accepter ou non quelqu'un de rentrer sur leur pays, en fait. Et la demande de pardon, ça peut être vraiment plus difficile d'accès parce que, la demande de pardon, le casier judiciaire de rentrer au pays, ça peut être plus difficile. Puis notamment aussi que la demande de pardon canadienne n'est pas reconnue aux États-Unis. Donc, ce qui peut être fait, il y a la demande de waiver. Donc, ça, c'est comme pour demander aux États-Unis via une lettre, via quand même là, des démarches de voici c'est quoi mes infractions. Est-ce que vous m'acceptez quand même là sur votre territoire? Ça, c'est avec certains frais là qui peuvent être quand même assez chers, puis avec là, des délais aussi. Puis, il faut se rappeler que même avec une demande de waiver, c'est encore le pouvoir discrétionnaire des agents. Donc, on demande, est-ce que je peux rentrer sur votre pays? Mais si cette journée-là, un douanier te dit « Eh non, tu ne rentres pas », en fait, la demande de waiver, ce n'est pas absolu. Je voulais aussi mentionner qu'il est toutefois possible de voyager ailleurs dans le monde s'il n'y a pas d'escale aux États-Unis. Comme Rose l'a expliqué, c'est pas impossible de rentrer aux États-Unis, mais c'est très, 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 très difficile quand on a un casier parce qu'on partage la même base de données avec les États-Unis et le Mexique. Déjà, le Mexique sont un petit peu plus flexibles, mais ça peut être très difficile d'entrer aux États-Unis, mais c'est possible ailleurs dans le monde. Donc, des fois, c'est quelque chose qu'on entend, puis ça peut être un mythe aussi, là, qu'on pense que quand on a un casier judiciaire, on peut plus du tout sortir du pays. C'est faux. Alors, par exemple, on conseille aux personnes qui ont un casier judiciaire de s'informer auprès du consulat du pays dans lequel ils veulent aller pour savoir c'est quoi les restrictions. Certains pays ont des restrictions un petit peu plus sévères, mais la majorité des pays n'ont pas accès à cette base de données-là. Donc, les personnes qui ont un casier, ils ont la même chance que vous et moi qui n'en avons pas de pouvoir rentrer dans un autre pays. Je veux aussi dire par là que ça peut être une contrainte au niveau de l'emploi. Donc, c'est pas juste le fait de voyager pour aller dans une destination soleil, mais par exemple, une personne qui veut se réinsérer socio-professionnellement puis qui doit aller à l'extérieur, qui doit aller aux États-Unis, par exemple, un camionneur, une camionneuse qui doit faire des transports, cette personne-là ne pourra pas être assurée de pouvoir traverser aux États-Unis. Il va devoir seulement faire les transports au Canada, par exemple. Donc, c'est évidemment un obstacle, mais ce n'est pas chose impossible de voyager. Il y a beaucoup d'autres impacts aussi des fois que les gens ne pensent pas par rapport au casier judiciaire, surtout des impacts qui sont sociaux. Donc, la demande de pardon, en fait, ça n'efface pas, par exemple, tous les articles qui sont parus dans les journaux ou sur Facebook, peu importe, réseaux sociaux. Donc, les personnes peuvent ressentir peut-être une certaine honte aussi à être judiciarisé, si on peut dire. Des fois, ça peut être stigmatisé, peut avoir des rejets. Aussi, moi, de mon côté, j'ai déjà eu une personne, un usager qui a été refusé à une nomination à un concours pour un prix quelconque
simplement sur la base de ses antécédents judiciaires. Puis cette personne-là, c'était une infraction qui date de 1990. Donc, des fois, c'est des impacts qu'on ne parle pas. Là, c'est sûr, j'ai parlé des impacts généraux. Donc, notamment l'emploi encore, que je rappelle que c'est quand même grand impact, mais aussi les impacts sociaux avec la stigmatisation, des fois la honte de devoir en parler aussi. Je pense que ce qui est important de se rappeler, du moins pour promouvoir la réhabilitation sociale, c'est de s'informer, de miser aussi sur l'éducation populaire, puis de conscientiser aussi, d'être conscient des impacts que le casier judiciaire peut avoir, et ce, comme j'ai mentionné, dans plusieurs sphères de la vie d'une personne. Hey, un grand merci à Daniel Poulin-Galland et à Rose Bilodeau de chez Alter Justice d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, des fois, on ne réalise pas à quel point le fait d'avoir un casier judiciaire, comment ça peut impacter une vie, et le fait d'en avoir appris davantage sur le sujet, bien, ça nous permet d'être nuancés des fois dans nos jugements. Bon, évidemment, aucun délit n'a sa place dans une société, puis on ne veut pas les excuser, mais de comprendre les impacts d'un casier peut certainement nous sensibiliser et nous aider à accepter les personnes judiciarisées qui souhaitent se réinsérer socialement en adaptant des bonnes valeurs communautaires. Lors du prochain épisode, encore une fois avec des intervenants de chez Alter Justice, on va en apprendre davantage sur les démarches qu'englobe la suspension du casier judiciaire et sur la défense des droits des personnes judiciarisées. Hey, si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, oublie pas de le partager sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi aller suivre la page de l'association sur Facebook et sur LinkedIn. Aussi, afin de nous aider à faire connaître l'ASRSQ, le balado pour sa mission, merci de nous laisser un avis de 5 étoiles et ou un commentaire positif sur la plateforme sur laquelle tu écoutes les épisodes. Ça nous permet de gagner en visibilité parce que le balado-diffusion, c'est aussi une initiative communautaire et on a besoin de toi pour nous faire connaître. Et finalement, oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Le balado-diffusion Les Voix de la réhabilitation est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Réalisé et animé par Mélina Plourde. Montage des épisodes ainsi que la musique par Joseph Perrault. Et finalement, la narration est faite par moi-même, Maxime Martin, humoriste.